Ladies and gentlemen, welcome to What's Up Caribbean. Tonight our show will be completely in French. I'm really sorry for our English-speaking viewers, but our guests, they speak French. And we will talk about Russia and Ukraine, and they are the perfect guests to talk about it. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et ce soir, ce sujet brûlant qui fait l'actualité sans arrêt, nous allons l'aborder avec d'abord une Ukrainienne spécialiste qui a un doctorat en communication. Nous disons bonsoir à Oksana Donion. Et puis notre deuxième invitée a une très grande connaissance de la Russie et des Russes. Elle avait même épousé un Russe à une époque. Bonsoir, Patricia Bravin. Bonsoir. Alors Patricia est surtout dans le domaine des finances, mais pour parler de la Russie, elle sait de quoi elle parle. Nous saluons tous nos téléspectateurs francophones qui nous regardent un peu partout, dans les îles, dans la Caraïbe et même en Afrique. Nous leur disons bonsoir. Et ce soir, nous allons avoir un point de vue qui ne vient pas d'analystes politiques, mais nous allons essayer de comprendre l'histoire entre ces deux peuples. Pourquoi cette guerre a commencé et c'est quoi cette histoire de haine, on peut dire, entre la Russie et l'Ukraine. Donc ce sont tous ces sujets-là que nous allons aborder sans façon, sans prétention ce soir, dans le but de vous éclairer et de vous apprendre davantage au sujet de l'Ukraine et de la Russie. Alors installez-vous confortablement et nous vous revenons dans quelques minutes. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que ce soir, nous allons parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et avec nous, deux personnes qui sont bien imbues du sujet. Nous avons encore une fois, je vous le rappelle, Patricia Bravin et Oksana Donion. Donc, je dois vous dire aussi en parenthèse que Oksana, elle a écrit une thèse au sujet de la mafia russe dans le cinéma. Donc elle connaît quand même très bien les Russes aussi, pas seulement en tant qu'Ukrainienne, mais elle a fait quelques recherches et sa thèse était apparemment un grand succès. Voilà. J'espère qu'on aura le livre un de ces jours. Hein? Alors voilà, donc la situation est très triste. Nous voyons qu'il y a 2,5 millions d'Ukrainiens qui ont laissé leur pays. Nous avons des tas de morts. Les chiffres qu'on donne pour les Ukrainiens sont élevés, mais comparativement à ceux qu'on donne pour les Russes, à croire qu'il y a beaucoup plus de Russes qui sont morts que les Ukrainiens. Nous ne savons pas encore ce qui est vrai, parce que beaucoup d'Ukrainiens aussi, d'après ce qu'un grand journaliste a raconté, c'est que beaucoup d'entre eux qui mouraient avec les bombardements, ils ont été enterrés sur place. Donc en fait, on n'a pas vraiment les grands chiffres. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a des tas d'enfants, de femmes, d'handicapés, de vieillards qui meurent, et ceci sans raison apparente. Pourquoi? Alors, première question à vous deux. Est-ce que vous attendiez à cette guerre? D'abord toi, Oksana. Dans le long terme, possible, bien sûr, depuis 2014, d'ailleurs, la révolution orange de l'indépendance a déclenché le conflit entre la Russie de Poutine encore et donc l'Ukraine, qui a décidé brutalement, même s'il y a toujours eu un conflit entre les Ukrainiens et les Russes, parce que les Ukrainiens se sont sentis dominés, effacés, etc. Voilà, par rapport aux Russes. Mais en même temps, c'est toujours les frères. On est les frères, les deux nations, voilà. Beaucoup de journalistes, à l'occasion de ce conflit, nous ont raconté que les Ukrainiens, eux, en général, ils disent que cette grande fraternité, elle n'est pas si évidente, parce qu'au fond, ils ont une dent contre la Russie. Oui. Et aussi que les Russes ont une dent contre les Ukrainiens, comme un complexe de supériorité, ils voudraient les dominer. Donc, c'est une situation assez compliquée. Nous allons voir aussi, historiquement, pourquoi il y a ce conflit. Alors, je t'ai interrompu, tu disais. Donc, en fait, l'Ukraine, à la base, l'Ukraine a décidé de se dissocier de la Russie
de déclarer son indépendance, donc nationalisme et puis pro-occidental. Donc l'Ukraine, elle s'est décidée d'être pro-occidentale, pas pro-russe. Donc quelque part, c'était une annonce pour Poutine qui dise, voilà, alerte, moi je ne suis pas d'accord. Parce que tout le monde, on le sait, ceux qui sont intéressés par la Russie, par l'histoire de l'URSS, que Poutine, c'est un agent du KGB, ancien agent du KGB. Et donc, sa mentalité, c'est regrouper tous ces pays séparés. C'est-à-dire, lui, s'il était à la base en 1991, quand l'Ukraine, la Russie, les 16 républiques de l'URSS se sont séparées, décidé de trouver leur indépendance. Donc, à ce moment-là, si c'était Poutine, l'histoire était différente maintenant, je pense. Donc, on n'aura pas eu ces conflits, cette guerre déclenchée maintenant, mais peut-être ça a été décidé différemment. Mais est-ce que tu t'y attendais quand même quand il faisait toutes ces menaces et que tu as pensé qu'il va tuer les civils? Ferait tout ça? Non, je n'ai pas pensé que ça va se passer de cette façon exactement, mais je me suis attendue à un conflit qui va aller en force. Voilà, qui va être démonstratif. Oui. Voilà. Alors, toi, Patricia, qui connais bien les Russes, est-ce que tu t'attendais à cette guerre? Ça a été un peu surprenant, moi je dirais, vu côté occidental. Mais en même temps, quand on voit ce qui se passe dans le Donbass, on devait s'attendre à un moment donné. Là où ça s'est déclenché, où je me suis dit, là, ça va barder. Ça va barder, ça va chauffer. C'est quand le Donbass et Donetsk ont décidé de prendre leur indépendance, de s'autoproclamer, en fait, pour se détacher de l'Ukraine, et ont appelé Poutine à la rescousse. Voilà. Bon, après, ça a chauffé depuis un moment, parce que, et ça date même de l'époque, juste avant Trump, d'ailleurs, le fait que l'OTAN s'installe autour de la Russie partout où elle peut, ça l'a rendu nerveux. Ça l'a rendu nerveux. Et le fait surtout que l'Ukraine demande à rentrer dans l'OTAN et depuis des années à rentrer dans l'Union européenne, ça a provoqué, je pense, chez lui, en fait, cette envie d'aller régler le problème, parce que l'Ukraine aujourd'hui, c'est un tampon entre l'Union européenne et la Russie. Si demain, bon, là ça ne va pas se faire parce qu'aujourd'hui il y a eu des débats et en fait l'Ukraine ne rentrera pas dans l'Union européenne. Mais si l'Ukraine avait dû rentrer dans l'OTAN, par exemple, là l'OTAN positionnait ses missiles le long de la frontière russe et là je ne sais pas ce que ça aurait pu déclencher. Là déjà on est en bord d'une guerre qui pourrait être mondiale, une troisième guerre mondiale. Mais est-ce que tu t'attendais quand même à ce qu'il soit aussi violent et que non, pas à ce point-là, non. Non, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il aille aussi loin, en fait, et qu'il décide d'envahir, parce que ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il rentre, en fait, par l'Est, le nord-est de l'Ukraine, on peut considérer ça comme une invasion. Et alors qu'il est, normalement, il aurait dû arriver au Donbass, les aider comme ils avaient demandé. Et puis, je pense que son idée aurait été de faire comme avec la Crimée, en fait. Donc, il prenait ça sous son aile, et tout en leur laissant une indépendance. Et ça se serait certainement arrêté là. Mais là, ce n'est pas le cas. Il a d'autres idées dans la tête. Mais est-ce que vous pensez aussi, vous deux, que le bonhomme a changé? Parce que nous avons toujours su qu'il était un dictateur, nous avons toujours su qu'il avait un caractère terrible, mais quand même, arriver jusque-là pour tuer des enfants, des vieillards et des innocents comme ça, c'est un autre niveau, quoi. Donc, est-ce que vous êtes de cette opinion qu'il est peut-être malade et qu'il a autre chose, ou alors vous pensez qu'il a toujours eu ces idées-là, il attendait le moment, peut-être que certains disent qu'il est malade, qu'il sait qu'il va mourir, donc il n'a rien à perdre et qu'il le fait comme ça. Mais rien ne justifie quand même des actions pareilles.
C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez, toi qui l'as suivi depuis longtemps, est-ce que tu penses qu'il a changé ou alors ça a toujours été le bonhomme? Ben, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même d'une part assez froid, quand même assez dur, mais je pense qu'il a pas changé, mais je dirais évolué en fait différemment. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il s'est équipé. En fait, ce qui s'est passé, j'imagine, c'est que bon, l'Ukraine ayant toujours été sous sanctions, ils se sont rapprochés énormément de la Chine. Ils ont développé toutes leurs matières premières. Donc ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le gaz, ils ont le pétrole, ils ont le blé aussi dans le nord de la Russie et enfin nord-ouest. Ils sont énormément développés en agriculture. Et aujourd'hui, il arrive en force parce que c'est quand même 30 à 40% des matières premières et des livraisons mondiales de gaz. C'est beaucoup. En fait, il s'est bien préparé, tranquillement. Voilà. C'est ça. Donc, il avait peut-être préparé son coup depuis très très longtemps. Ah oui, parce que ça, je suis complètement d'accord là-dessus. Parce que ce prétexte de l'OTAN, en fait, ça ne tient pas debout. Ça peut le rendre inconfortable, nous comprenons, mais ça ne justifie pas qu'on tue des milliers d'innocents, ça ne justifie pas ce prétexte ridicule de néo-nazis et d'aider les autres, alors que lui, il embrasse la philosophie du néo-nazi par son comportement. Ce qu'il fait là, c'est exactement le comportement de néo-nazi. Et ce qui me sidère, c'est de voir que beaucoup de Russes croient qu'il a raison. Beaucoup de Russes ont confiance en lui et ils sont persuadés que Poutine a raison et que ce que Poutine dit, c'est vrai. Nous comprenons qu'il leur a fait un lavage de cerveau avec la télévision où il leur dit que c'est une aide humanitaire qu'il apporte à l'Ukraine. Ceux qui se sont révoltés, on les a tous arrêtés. Mais quand même, il y a une certaine logique. Je ne comprends pas cette forme de... Comment dirais-je? Toi qui connais bien les Russes, est-ce que tu penses qu'ils sont naïfs de croire tellement à Poutine ou est-ce qu'ils ont une raison d'aimer leur président? Quand je discutais avec les Russes sur place, en fait, ils me demandaient mais pourquoi les Occidentaux ont tant de haine envers nous? Parce qu'il faut aussi se mettre dans le contexte de leur côté. C'est ça. Ils ont un dirigeant qui est là depuis des années, qui quasiment qui va rester à vie. Hein. Ah, c'est sûr. Et ils savent plus ou moins ce qui se passe du côté occidental et ils comprennent pas bien. Donc eux étaient relativement contents parce que alors je parle de Saint-Pétersbourg parce que c'est ce que je connais. Hein, parce que tu as connu l'URSS et tu as connu également. Voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à y aller à partir de 2008. Et j'ai vu en fait le développement de la ville. Il a mis énormément d'argent, à coût de milliards, hein, dans le développement de Saint-Pétersbourg. C'est sa ville natale, donc quelque part il y met aussi son cœur. Et donc j'ai vu l'évolution technologique, j'ai vu les magasins, il y a tout. En fait, ce qu'il faut savoir aussi en Russie, c'est que toutes les entreprises françaises, américaines et autres sont installées là-bas. Il y a 500 entreprises françaises qui sont installées en Russie. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de business. Moscou, c'est quasiment c'est Las Vegas. Hein. C'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer. La Russie, c'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer. Dans l'imaginaire, on a l'impression que c'est encore comme à l'époque de l'URSS. C'est pas du tout ça. Hein. En fait, ce que tu veux nous faire croire, c'est que il y a quand même des raisons pour le peuple russe d'apprécier leur président. Il a fait quelque chose, il a fait beaucoup de trucs positifs. Quoi. Voilà, jusque-là, il a développé, les industries sont venues s'installer, les magasins sont venus s'installer, on a des supermarchés français qui sont installés là-bas, Ikea est installé là-bas, Leroy Merlin, Carrefour...
il y a Subway, McDo, puisqu'ils viennent de tout stopper. McDo, Starbucks. Voilà, tout est installé là-bas. Coca-Cola en plus. Le RSS, oui, bien sûr. Ouais. Mais ils continuent à payer les employés, donc en fait les gens ne vont pas le sentir, ce qui est très noble de la part des Américains. Mais quand vous continuez à payer les employés en fermant les boîtes, ils vont continuer à vivre, ils ne vont pas sentir vraiment la pression. Donc là, c'est un autre débat. Alors voilà, oui, donc bon, moi j'ai recruté aussi sur le... J'ai chassé, et j'ai recruté sur la Russie, j'ai recruté à Moscou, dans le digital. Des professionnels, alors il faut bien dire. Parce voilà, que c'est ça. Je suis headhunter. C'est ça, voilà. Et donc... les gens étaient contents, c'est des Français que j'ai envoyés là-bas. Donc les gens, en Russie, en fait, la popularité de Poutine est quand même assez haute, malgré tout ce qui se passe. En tout cas, avec ceux avec lesquels j'ai discuté, hein, mais après les autres, je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont dans l'opposition, il ne faut pas oublier ça. Hein. Alors, le point de vue ukrainien, y a-t-il cette haine pour Poutine de la part des Ukrainiens? Parce que, en fait, l'histoire nous montre que la Russie a été formée par Kiev. Donc, et apparemment, Poutine ne l'a jamais digéré, il veut montrer que c'est lui le plus fort. Et les Ukrainiens ne tolèrent pas non plus cette forme de dictature. Les Ukrainiens font partie de la Russie, pour lui dans sa tête, pour lui dans son comportement, et pour tout ce qu'on voit au niveau statistique avec les autres républiques. Parce que justement, les pays baltes ont peur que les prochains, ce sont eux. D'accord. Parce que lui, il veut réunir les 16 républiques, il veut refaire l'URSS. Ouais. Donc maintenant, la force qu'il a menée en Ukraine, bien sûr, c'est dégueulasse, c'est inattendu, mais à mon avis, c'est une démonstration de force au monde entier, pas seulement à l'Ukraine. Et donc, s'il fait les pertes, pour lui, les Ukrainiens, ça ne comptait pas. Parce que le but, c'est montrer au monde entier, aux États-Unis d'ailleurs. Faites attention, aussi, je suis fort. Que vos sanctions, pour moi, ça ne représente absolument rien. Exactement. Voilà, alors, exactement. Nous sommes obligés d'observer une pause publicitaire et nous continuons notre conversation dans quelques minutes. Nous parlons ce soir de la Russie et de l'Ukraine, de cette guerre horrible qui a déclenché comme ça pour des raisons officiellement qui ne font pas de sens, mais officieusement on les comprend de mieux en mieux. Alors, tu nous disais, Oksana, qu'il n'y a jamais eu d'amour de la part des Ukrainiens pour Vladimir Poutine, contrairement aux Russes. Et j'ai également appris que tous les Ukrainiens parlent russe, mais les Russes ne parlent pas ukrainien. Comment tu expliques ça? Parce que l'Ukraine, c'est une des 16 républiques, donc c'est pareil. Par exemple, si le jour de l'indépendance de l'Ukraine, l'indépendance de la Russie, d'ailleurs la dissociation avec l'URSS en 1991, donc à l'époque, la langue ukrainienne a été traduite à l'école, plus ou moins le jour même. Donc pour moi j'étais déjà à l'école, donc pour moi c'était une langue secondaire, une langue presque étrangère, parce que personne alors parlait que c'était ukrainien. ta langue dans ton pays. Voilà, personne n'a parlé ukrainien dans ma famille. Vous avez peur de parler ukrainien ou quoi? Non, non, c'est pas la peur, c'est simplement, c'était embêtant. C'était pas utile, parce que déjà j'étais née à l'Est, donc fameux Kharkov, l'ancienne capitale, en 1931. Donc là, comme la Russie, c'est vraiment près de la frontière. Et les gens, comme disait Patricia, les gens sont mélangés dans les familles. Il y a beaucoup de Russes, beaucoup d'origines, beaucoup de grands-parents, quasiment russes. Voilà. Même mon nom de famille de jeune fille, c'est un nom russe, alors qu'il y a une longue histoire derrière. C'est quoi ton nom de famille? Bykova. Bykova. Voilà. Donc, pour dire qu'à l'époque, quand j'avais commencé à apprendre l'ukrainien, ma mère ne parlait pas ukrainien. Ma famille ne parlait pas russe. On a tous parlé russe. Parce que c'était une obligation depuis la maternelle, on a appris, à l'école. Comme ça, c'était la pratique de parler russe, parce que c'est notre langue. Et donc, d'ailleurs, même maintenant, avant que ma mère était décédée, on a parlé russe.
D'ailleurs, ma fille a parlé russe. Ma fille, elle est d'origine ukrainienne, hein, mais bon, elle est française maintenant depuis des années, mais elle ne connaît pas l'ukrainien même maintenant. C'est un peu la honte, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, le russe, c'est une langue qu'on peut utiliser, on peut y aller dans toutes les 16 républiques, comme la Biélorussie, comme l'Estonie, alors que les Estoniens, ils vont nous dire, on ne comprend pas. Vous nous parlez quoi? Non, on ne parle pas cette langue. Alors, ils parlent. Ils comprennent ce que vous dites, mais ils n'ont pas d'intention de faire démontrer qu'ils le comprennent, ils le rejettent. Donc c'est un petit peu cette haine vers la domination de la Russie depuis des années et des années. Donc ça a été brutal, ça a été toujours, ça a été toujours un petit peu comme ça au niveau des politiques, alors que entre les peuples, les gens normaux, on est frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on parle tous la même langue, on partage à peu près la même culture, alors que la culture elle est très différente. Donc en fait, en général, est-ce que vous pouvez nous dire que les Ukrainiens et les Russes ne s'entendent pas, ou alors en fait qu'ils s'entendent très bien? L'Ukraine, c'est un pays qui est divisé. C'est un petit peu comme la Suisse, c'est-à-dire une partie d'Ukraine par russe, une partie d'Ukraine qui rejette l'Ukraine complètement, comme disait Patricia, Donetsk, ils ne veulent pas savoir rien, ils ne veulent rien faire avec l'Ukraine alors qu'ils sont au milieu du pays, donc c'est embêtant. Comment vous voulez séparer une zone du pays alors que c'est au milieu? C'est pas comme Crimée, séparé, c'est vraiment au milieu du pays, donc c'est difficile. Comment la seule solution, c'est faire comme la Suisse. Mais bon, après, c'est un autre sujet. Donc, à l'ouest, vers Lviv, la ville où tout le monde a toujours parlé l'ukrainien. Même quand j'étais enfant, on est allé visiter Karpates, donc les gens parlent ukrainien. Personne ne parle russe. Ils ne veulent pas le reconnaître. Pareil, ils rejettent le russe, ils disent non, moi, je ne connais pas. C'est quoi? Moi, je ne suis pas russe, pourquoi on me parle le russe? C'est l'Ukraine, là. Donc, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est la petite histoire que ça existe le monde depuis toujours. Ça existe depuis ne connaît toujours. pas, mais qui a toujours été comme ça. Mais là, cette situation avec la guerre, bien sûr, ça va créer une haine pour des siècles à venir entre les peuples. C'est ça, justement, on demande comment ça va se terminer. C'est-à-dire que je ne vois pas la fin, parce que partout où on regarde, on sent vraiment la grande menace de la Troisième Guerre mondiale. C'est difficile, comment on va s'en sortir? Mais là, on y retourne encore une fois. Hein, on y revient dans quelques minutes, mesdames et messieurs. À tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous invite en ce moment à regarder quelques photos que nos invités ont gentiment accepté de partager avec nous. Vous allez voir Patricia en Russie et Oksana en Ukraine. Nous vous revenons dans quelques minutes.
Nous parlons de la Russie et de l'Ukraine ce soir. Merci d'avoir partagé avec nous ces souvenirs, ces photos, toi en Russie et toi en Ukraine. Et c'est vraiment très triste de voir que nous en sommes là actuellement dans le monde. Moi, je ne croyais pas à la Troisième Guerre mondiale, mais c'est de plus en plus une menace très forte. Et on ne voit pas comment ça va s'arrêter parce que Poutine, bien qu'il ne s'attendait pas apparemment à cette réaction des Ukrainiens, il ne pensait pas que les Ukrainiens se battraient autant. Ouais, j'ai raison. Mais il y a quand même beaucoup de Russes qui sont morts et beaucoup d'eux qui, quand ils sont arrêtés par les Ukrainiens, qui disent nous n'étions pas au courant. Alors vous pensez que Poutine peut mentir à ses propres soldats et leur dire vraiment que, je ne sais pas si c'est vrai comme excuse, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant, ils pensaient venir aider l'Ukraine, quand on les capture, ils pleurent, ils demandent qu'on leur sauve la vie. Tu vois, c'est quoi ton opinion? Tu penses qu'un soldat peut vraiment être si mal informé? Oui, je pense qu'il n'aura pas dit ce qui allait se passer en face. Il n'aura pas dit qu'ils allaient tuer des civils, des enfants. Ils sont allés comme ça. Pourquoi ils ne se révoltent pas? Il y a 3 généraux russes quand même qui sont morts. Et des gens qui ont une position très importante dans l'armée russe. Ce sont des stratèges, des gens qui ont fait la guerre déjà. Et c'est une grande perte pour l'armée de la Russie d'avoir perdu ces 3 généraux. Ils ont déjà, d'après les chiffres, à peu près 5000 soldats russes qui sont morts. Mais pourquoi ces Russes-là qui réalisent que ce que leur avait dit, c'est pas la situation, pourquoi ils ne se révoltent pas? Pourquoi ça continue? Pourquoi ils continuent à tuer les enfants? Qu'est-ce que tu penses? C'est difficile, c'est un conflit contre des civils. L'Union européenne a armé les civils d'un côté, eux sont en face. Est-ce que tu penses qu'ils ont eu raison de le faire? C'est quoi ton opinion là-dessus? Je pense pas que c'est pas une raison. Je pense que quand tu es dans l'armée, on te donne des ordres, il faut que tu suives les ordres. Non, mais là, je pense de l'Union européenne qui a armé les Ukrainiens. Est-ce que tu penses que ça a été une bonne décision? Là, on se retrouve en fait. Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire que je pense que Poutine ne s'attendait pas du tout à ce que les Ukrainiens, c'était pas du tout dans son idée, parce que les Ukrainiens commencent à rentrer dans une guérilla, parce que je pense que le pire qui puisse arriver dans une guerre, si quelqu'un déclenche une guerre, c'est qu'en face, il y ait une guérilla, parce que partout où ça a eu lieu de cette façon-là, que ce soit en Afghanistan, l'Irak, etc., le Vietnam, même s'ils sont arrivés avec des armes et toute l'artillerie, en face, on a des gens qui défendaient leur pays, peu importe s'ils étaient soldats, pas soldats, etc. Et quand on rentre dans des conflits comme ça, on sait que d'emblée, on va rentrer dans un conflit qui va durer. Et le problème aujourd'hui, je pense que ça va être ça, c'est-à-dire qu'on risque d'entrer dans un conflit qui va durer longtemps. Alors après, qui va nous sortir d'un conflit pareil? On ne voit pas la sortie de crise, en fait. On peut peut-être espérer que les Chinois rentrent dans la danse. Et alors, quand je dis ça, dans les négociations. Et en fait, peut-être, comme ils ont l'air de s'entendre, en tout cas économiquement. Ah ouais, c'est sûr. Juste avant de déclarer la guerre, il était en Chine, là. Voilà, mais il n'avait pas été reçu en Chine avec les honneurs dus à son rang. Apparemment, les Chinois ne l'ont pas reçu comme ça. Est-ce que c'était justement une question politique pour que les Américains ne se méfient pas trop? Nous ne savons pas ce que c'était. Peut-être, mais c'est sûr qu'il y a une entente. Ils ont signé un énorme contrat concernant le gaz. Donc, quant à SWIFT, par exemple, SWIFT a été coupé, en fait, donc il n'y a plus de transactions entre banques. Ils se sont tournés vers le système chinois. Donc il faut se méfier quand même de ça. Alors, est-ce que les Chinois vont pas se dire, maintenant, là, je pense qu'ils se le disent, il va trop loin, ça c'est clair. Est-ce qu'ils vont pas se dire, on va rentrer on va négocier et on va commencer à parlementer avec eux, avec Poutine, et si les Chinois gagnent sur la négociation, ils gagnent pour tout, sur le plan international. Donc tu penses que ce serait possible aussi qu'ils se mettent avec la Russie et qu'on ait finalement cette guerre mondiale tant
non, je pense qu'ils vont négocier tellement justement pour éviter ça. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Et l'Arabie Saoudite aussi, on ne comprend pas trop bien parce qu'apparemment, il y a beaucoup de soldats de l'Arabie Saoudite qui ont été rejoindre les forces russes. Donc là, on ne comprend oui, ça, pas. Je sais qu'il y a beaucoup de soldats de partout qui rentrent dans l'armée ukrainienne. Dans l'armée ukrainienne, d'ailleurs. Ouais. Donc, il y en a partout. Beaucoup de Français Là, aussi. ça commence à énerver Poutine parce que justement, ça commence à faire une armée entre guillemets de mercenaires, hein, bien qu'ils ne soient pas payés. Hein. Quoi qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ouais. voilà. Et lui, en face, il ne faut pas oublier qu'il a envoyé sur le terrain des gens qui avaient commencé leur armée, des jeunes, là, hein, Ouais. sans expérience, sans rien. Enfin bon, ça commence à... J'ai bien peur que ça s'enlise. Alors ça va s'enliser. maintenant, on a les Israéliens qui négocient depuis un moment, là. Hein. Mais là aussi, je ne suis Donc, pas très confortable, je ne comprends pas très bien, on ne sait pas vraiment de quel côté ils sont. Je ne sais pas si c'est quoi ton opinion là-dessus, mais parfois on a l'impression qu'ils sont pro-russes et ils veulent jouer les neutres. C'est quoi ton opinion là-dessus? Je pense qu'ils n'ont aucun intérêt vers l'Ukraine. Ils sont pas voilà. Ils ne vont pas négocier les intérêts ukrainiens. Ce qu'ils vont négocier, c'est purement les intérêts économiques. Business. Voilà, où là, ils sont impliqués. Mais de toute façon, c'est la position d'Israël, toujours. Et puis, je pense que ce n'est pas stupide, parce que quelque part, s'ils vont arriver à négocier, parce qu'ils sont les bons négociateurs. C'est quand même bons négociateurs, oui, d'une certaine manière, au niveau business, mais ils n'ont pas su résoudre leur conflit à eux avec non, c'est impossible. la Palestine. Donc, comment vous pouvez séparer quelqu'un d'autre alors que vous ne pouvez pas gérer chez vous? Si vous ne pouvez pas gérer chez vous, vous ne pouvez pas arranger le problème des autres, quoi. C'est très difficile parce que leur problème, c'est la religion. On ne peut jamais sortir. Ah ouais, ça c'est... voilà, on ne peut pas régler le problème de religion sans passer en force, quoi. Et puis, ils sont au milieu. C'est un petit peu, vous me donnez l'idée, justement, de réfléchir que Donbass, ça représente un petit peu, ils sont au milieu de l'Ukraine, alors qu'ils sont pro-russes. C'est la même chose avec l'Israël. L'Israël est au milieu des pays arabes. Comment vous pouvez résoudre ce conflit? C'est impossible. Moi, je ne vois pas comment l'Israël pourra résoudre ce conflit. Pas d'espoir de ce côté-là. Alors que se débarrasser seulement de ses ennemis, parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est la religion. Donc maintenant, le sujet d'Ukraine, je pense que l'Israël, ça peut être intéressant pour la Russie en tant que négociation, déjà économique. Ensuite, pour l'Ukraine, je ne vois pas beaucoup d'intérêt, à part que si jamais, justement, l'Israël puisse expliquer au Poutine, après encore, il faut qu'il l'écoute. Je ne pense pas qu'il ait une position d'écoute en ce moment, il est plutôt une position de force. Et puis, il y a une tentative de force, de démontrage, pas seulement à l'Ukraine, parce que quelque part, l'Ukraine, on connaît déjà. On sait très bien comment Poutine, il est en Ukraine. Donc, la haine vers Poutine, ce n'est pas la haine vers la Russie. Attention, c'est la haine vers poutinisme. Ouais. Ensuite, une fois la situation change, l'histoire va encore changer vers frère, fraternité entre les deux pays, possible. Mais maintenant, avec tous ces morts, je pense que les Ukrainiens sont assez radicalistes, d'ailleurs comme les Israéliens, qui vont défendre leur... c'est ça le conflit, c'est ça risque le problème. De devenir pareil. Ils vont pas... Mais le peuple ukrainien a été quand même une révélation pour le monde. Leur optimisme extraordinaire. Alors, qu'ils soient aussi braves et aussi forts dans ces moments, c'est quand même une révélation. Est-ce que c'est vraiment un trait de caractère chez les Ukrainiens? Oui, tout à fait. Mais est-ce que, d'un autre côté aussi, vous n'êtes peut-être pas dans la réalité aussi? C'est-à-dire que trop d'optimisme, parfois, on oublie la réalité. Tout à fait. Je suis d'accord. Donc, ils sont peut-être, comme on dit ici, in denial. Ils sont dangereux pour eux-mêmes en ces moments. Malheureusement, mais c'est la vérité. L'Ukraine, elle est petite, même si elle est aidée par l'Europe, elle n'est pas vraiment aidée par l'Europe en tant que le pays de l'Union européenne. Là, ça aurait été différent. Je suis sûre que peut-être ça aurait été une guerre mondiale, troisième guerre mondiale à ce moment-là. Donc, l'Union européenne, elle a une raison d'elle-même de rester à distance avec l'Ukraine, alors qu'ils ont fait rêver. C'est un rêve, quoi, qu'ils ont vendu aux Ukrainiens en disant que voilà, vous allez adhérer, etc. Et puis, depuis 10 ans, presque, 8 ans, on n'est toujours pas.
Et puis maintenant, économiquement, avec tous ces bombardements, je ne pense pas que ça sera le cas dans les 100 années prochaines, quoi. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu as bon moral ces jours-ci quand même? Toi, comme tout Ukrainien, je te vois très solide, hein, dans ces moments. Moi, je suis d'origine tatare aussi, donc ça c'est un mélange. Voilà. Oui, alors, est-ce que l'Ukrainien en général, il a une forme Ils sont combatifs. Non, mais est-ce qu'il a une forme de reconnaissance vis-à-vis des Américains? Et c'est quoi son pays d'admiration, le pays qu'il admire? Est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est la France? Les États-Unis. Les Ukrainiens aiment beaucoup, donc ils sont quand même reconnaissants. Et ceux qui parlent maintenant, ceux qui sont en Ukraine maintenant, est-ce que, dans la petite histoire, les gens que tu connais, qui sont vraiment décidés et qui pensent qu'ils vont gagner? Je pense qu'ils sont dégoûtés, ils sont dégoûtés de la situation, en fait, ils se sont retrouvés face au dos des États-Unis, face au dos des États-Unis de Biden, face au dos de l'Union européenne. Mais encore une fois, je pense qu'ils comprennent un peu mieux l'Union européenne parce que ce sont des bons diplomates qui ont expliqué depuis des années pourquoi justement l'Ukraine ne peut pas faire partie avec la situation économique, avec la corruption. On ne peut, et je comprends tout à fait pourquoi l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais ils n'en veulent pas actuellement aux États-Unis de ne pas envoyer des soldats, de Absolument, ils en veulent, oui. Ah, d'accord. Ils sont fâchés avec les États-Unis maintenant, mais c'est le but de Poutine. C'est impossible. Ce serait impossible. Non, mais c'est effectivement. Il n'y a pas d'agression d'un membre de l'OTAN, donc c'est pas possible. Ouais. Alors, il y a quelque chose aussi que je trouve assez intéressant. Tu sais que les réseaux sociaux vous donnent quand même la température d'un peuple. Et je remarque qu'en Europe, je reçois beaucoup de messages de gens qui sont pro-Poutine. Je ne parle pas de Russes, là, je parle de Français, je parle de quelques Arabes aussi, et qui vous envoient des messages pour essayer de diaboliser votre président en Ukraine, là, et les Ukrainiens ont fait ceci, ont fait cela. Tu peux m'expliquer ça? Alors là, je peux pas, c'est difficile à expliquer. Je pense que c'est comme pour tout le reste. On a des gens qui sont plus radicaux que d'autres, qui voient les choses différemment. Enfin bon. Donc, pour toi, c'est pas quand même la majorité des gens? Non, non. Ah non, non, non. Non, non, en France, ils ont toujours été plutôt anti-Poutine. D'accord. Donc, non, non. Mais je pense que, en fait, je pense que tous ces conflits-là datent d'il y a tellement d'années. De 400 ans, en fait. Voilà, mais si ça date de l'URSS, de toute façon, ça date du régime soviétique, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, oui. Voilà. Et donc, et d'avant d'ailleurs, hein, en l'occurrence l'Ukraine et la Russie, de ce qui s'est passé, de la famine qui a été créée par Staline à l'époque, où les Ukrainiens mouraient de faim et c'était catastrophique, il n'y avait rien à manger, mais absolument rien. Donc, ça date de là. Maintenant, le fait que les Français soient anti-Poutine, ils ont toujours été anti-Poutine parce que la France a toujours été plus ou moins à droite et on avait un régime socialiste en URSS. Ouais. Donc je pense que ça reste, ça continue. Et Poutine aujourd'hui, je pense que ce qu'on disait, c'est qu'il veut absolument remettre en place, en fait, un président pro-Poutine. Il a déjà quelques idées, d'ailleurs. Hein. Ah bon? Oui, il a déjà quelques idées sur certains. Donc, il y a des très vieux, d'autres plus jeunes. Enfin, il y a 3-4 personnes qu'il a en tête pour mettre à la place, donc, déjà. Oui, mais il est prêt. Nous savons qu'il a certainement un plan. Alors, ton président ukrainien, oui. Il avait mauvaise réputation avant, comme un acteur, un blagueur, et brusquement il devient un héros, tout le monde l'adore. C'est un homme extraordinaire. Mais est-ce qu'il n'avait jamais une mauvaise réputation? J'ai connu à la télé justement d'Ukrainiens qui ne l'aimaient pas du tout et qui disaient que c'est un farceur. Et maintenant, c'est un héros, mais il nous montre une force de caractère extraordinaire. Moi, je suis contente que tu ne fais pas partie des Ukrainiens qui ne l'aimaient pas. Mais il nous montre vraiment qu'il est extraordinaire. Mais avec les réseaux sociaux et les messages qu'on voit de partout, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a, fait des erreurs graves, il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort à sa manière? Et est-ce que quand même, tu penses qu'il a commis des fautes graves et qu'il a fait des erreurs graves et qu'il a aussi tort
Alors là, ta réponse est après, parce qu'on est encore obligé d'observer une pause publicitaire. À tout de suite. Si c'est en ce moment que vous nous voyez, vous êtes très en retard et vous avez beaucoup raté parce que je pense que notre discussion a été quand même assez instructive. Avant la pause publicitaire, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, est-ce que en fait, ton président ukrainien, est-ce qu'il est l'ange, l'homme honnête qu'on voit et formidable qu'on voit à la télé, ou est-ce que lui aussi il y a des petits trucs? Parce que avec ce qu'on reçoit comme nouvelles, il y en a qui disent des histoires qui ne sont pas très jolies à son sujet aussi. Donc, en fait, c'est quoi la réalité? Je pense que c'est un homme sérieux dans la situation, physiquement, dans la situation d'attaque d'un ennemi où il est justement en face de Poutine, lui, en face d'un grand Poutine, et ça fait peur. Donc déjà, il n'a pas eu peur. Déjà, bravo, à mon avis, à dire... Moi je le trouve formidable. C'est pas un fille, ce que nous voyons, moi, je le trouve quand même extraordinaire. Après, il a son bagage. Aussi, hein. Oui, tout à fait. Après, il a son bagage économique. Là, c'est une autre histoire. Ça, c'est la corruption ukrainienne, alors que l'Ukraine, c'est... T'as entendu l'histoire? Une avant-dernière pays corrompu au monde, statistiquement. Malheureusement, personne n'est joli. Personne n'est joli. Non, c'est vrai qu'il se construit tout seul. Ses parents, quand même admirable, ce sont les deux professeurs à l'université. Donc, il a eu une bonne éducation, il a eu une bonne famille. Après, il paraît qu'il a une maison en Floride. Évidemment, c'est pas interdit d'avoir une maison en Floride. Oui, voilà. T'as entendu ça aussi? Alors oui, et d'une valeur de 34 millions de dollars. Aïe. Voilà. Maintenant, alors il est cité dans les Pandora Papers en fait. Et Pandora Papers, c'est quoi? C'est une investigation qui a été faite par, je sais pas, un millier de journalistes dans le monde, pour découvrir en fait tous les comptes offshore et les biens qui ont été détournés, etc. Et on a une liste de pas mal de politiques, de présidents. Et évidemment, mais il apparaît là-dedans aussi. Tous pareil, finalement. Voilà. Alors, et si on parle de Poutine, comme on disait... Ah oui, alors là, mais bon, je suis sûre que ça ne peut pas être légal, et je suis sûre. Parce qu'il y a toute une liste, en fait. Et Poutine, c'est l'homme le plus riche du monde, apparemment. Voilà, c'est ça. Alors justement, cette émission touche à sa fin. Et on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, même dans quelques heures. Mais c'est quoi vos prédictions? Comment vous pensez que ça peut se terminer? Ce que je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, il doit repartir avec quelque chose. Même s'il arrête le conflit s'arrête, il va repartir avec quelque chose. Il repartira avec le Donbass et Donetsk, de toute façon. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'espère qu'un pays comme la Chine, qui a un poids énorme, va rentrer dans cette négociation et le faire changer de cap et arrêter tout ça. Donc, parce que je ne pense pas que les Américains puissent le faire, parce qu'ils ne les écoutera pas. Non, c'est sûr. Les Européens, ils ne les écoutent plus depuis un moment. Israël tente... Peut-être qu'ils arriveront à un petit quelque chose, mais je pense que En fait, tu n'es pas très optimiste. Hein, celui qui a vraiment le poids aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, tu mets ton espoir sur la Chine en espérant qu'elle pourrait peut-être arranger quelque chose. Oui, je pense que c'est les seuls qui pourraient faire quelque chose. Alors, attention, à la Chine, il y a Taïwan, qui se prépare aussi, comme les Ukrainiens d'ailleurs, en ce moment, au cas où. Et ça, et là, ça serait catastrophique. Donc, alors toi, Oksana,
Qu'est-ce que Je pense qu'il y a plusieurs solutions. À mon avis, il y a une solution, comme dit Patricia, ça c'est la plus gentille. Ensuite, la solution de Troisième Guerre mondiale est possible, ça dépend. Je pense que la provocation... Il ne va jamais arrêter, d'après toi. Ah oui, mais là, ça va ramener tout le monde. Ça va se déclencher en Europe. Si jamais, voilà, la provocation face à Poutine, ça ne marche pas. La seule chose qu'elle me fait, ça lui fait montrer la force. Ça l'énerve. Ça l'excite en fait. Voilà. Il n'y a pas moyen d'être optimiste avec ces histoires-là, parce que quel que soit là où on regarde, dans la direction dans laquelle on regarde, il y a quand même beaucoup de victimes, beaucoup de pertes de vie, beaucoup de sacrifices. Et c'est quand même très triste que nous en soyons à ce stade actuellement. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous dis que vous êtes la bienvenue n'importe quand pour un suivi. Et merci à vous, bon courage dans ces moments. Merci à vous. Et mesdames et messieurs, notre rendez-vous est pour la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.